Imaginez un peu la scène. D'un côté, on a la protection absolue et fondamentale des libertés syndicales. De l'autre, l'obligation stricte, presque sacrée, de maintenir la confidentialité des données et la neutralité du service des ressources humaines. Eh bien, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une situation qui donne littéralement des sueurs froides aux directions publiques. C'est un véritable exercice d'équilibriste, à la fois juridique et déontologique. Alors on va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape. C'est parti. Alors voilà la grande question, celle qui fâche parfois et à laquelle beaucoup d'employeurs sont confrontés. Un agent qui bosse au RH et qui a donc potentiellement accès à des infos super sensibles, peut-il accompagner un collègue lors d'un entretien officiel en mettant sa casquette de représentant syndical? L'employeur peut-il dire non? Y a-t-il un conflit d'intérêts automatique? Eh bien, comme on va le voir, la réponse n'est ni un grand oui automatique, ni un non définitif. C'est une situation qui demande beaucoup de doigté. Pour ne pas s'y perdre, on va suivre un plan d'attaque très simple en 5 points. Le dilemme RH, le droit à l'assistance, la question du brouillage des rôles, l'évaluation de la sensibilité, et pour finir, on vous proposera une feuille de route super concrète. On commence tout de suite avec la section 1, le dilemme RH, ou comment naviguer entre des obligations totalement contradictoires. En fait, au cœur de ce problème, il y a 4 forces colossales qui s'affrontent. D'un côté, on doit absolument respecter le fait syndical et les droits de la défense, c'est le socle, c'est fondamental. Mais de l'autre côté, l'administration a des obligations déontologiques lourdes. Elle doit garantir la confidentialité des données et prouver sa neutralité. Et l'enjeu est énorme. Si l'administration prend la mauvaise décision ou bloque un agent sans raison valable, bam, elle risque des poursuites pour entrave aux droits syndicaux. Mais si elle laisse tout faire sans réfléchir, on frôle la violation du secret professionnel. Bref, c'est vraiment une question de dosage. On passe à la section 2, le droit à l'assistance. Car non, tous les entretiens RH ne se valent absolument pas. C'est là que beaucoup se trompent. Il faut vraiment séparer les choses en deux. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le droit à l'assistance opposable. Concrètement, c'est le cas des conseils de discipline. Là, l'agent a le droit absolu de venir avec le défenseur de son choix. L'employeur n'a quasiment aucune marge de manœuvre, il ne peut pas juste recaler un représentant sous prétexte qu'il bosse au RH. Mais de l'autre côté, on a les entretiens qui relèvent du simple pouvoir d'organisation, comme un point sur un retour à l'emploi ou un recadrage managérial. Et là, c'est une toute autre histoire. Aucun texte n'oblige à accepter un représentant. La collectivité a donc beaucoup plus de liberté pour évaluer si la présence de cet agent RH en particulier pose un souci. Ce qui nous amène à la section 3, conflit ou brouillage des rôles. Il est vraiment temps de dépasser nos vieux automatismes. S'il y a bien une chose à retenir de cette analyse, c'est celle-ci. Être syndiqué et travailler aux ressources humaines, ce n'est pas par définition un conflit d'intérêts. Dans la fonction publique, les agents gardent leur liberté syndicale, un point c'est tout. Si une administration s'amusait à interdire systématiquement tout rôle syndical à ses agents RH, ce serait purement et simplement de la discrimination. C'est une certitude juridique, l'automatisme c'est le pire ennemi ici. Mais alors, si ce n'est pas un conflit d'intérêts au sens strict du terme, où est le piège? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le brouillage des rôles. Et c'est beaucoup plus insidieux. Imaginez un peu. Un agent monte un dossier disciplinaire le matin pour la direction et l'après-midi, il se pointe comme défenseur syndical pour ce même dossier. Même sans enfreindre à la loi stricto sensu, ça détruit complètement l'image de neutralité du service. Les autres collègues vont se dire « mais attends, mes données confidentielles, elles finissent où là ?» C'est ça le vrai danger, la perte de confiance. Section 4, le niveau de sensibilité. Comment évaluer le risque réel sur le terrain? Parce qu'au fond, le risque éthique dépend complètement de ce que l'agent fait au quotidien. Quelqu'un qui gère de la saisie administrative basique ne pose pas du tout le même risque qu'un cadre qui a la main sur les suivis disciplinaires, les données médicales ou les rémunérations. Plus l'agent a accès à des informations stratégiques, plus le risque de mélanger les genres explose. Si cet agent intervient syndicalement dans un dossier qui touche à des infos qu'il manipule dans son job, là, la collectivité est totalement en droit de tirer la sonnette d'alarme. Du coup, sur le terrain, il y a vraiment 2 extrêmes à fuir comme la peste. Le premier, c'est l'interdiction totale, bloquer tout agent RH par principe. C'est ultra fragile juridiquement et ça finira annulé par un juge. Le second, c'est la permissivité totale, dire oui à tout sans jamais rien vérifier. Là, c'est la porte ouverte aux suspicions de fuite et aux tensions internes. La vérité, comme souvent, se trouve dans un juste équilibre. Et enfin, la section 5, une feuille de route sécurisée avec des étapes opérationnelles pour les directions. Pour s'en sortir, on vous propose 4 étapes redoutables d'efficacité. Étape 1, on identifie le cadre. L'agent a-t-il un droit absolu d'être assisté ou l'employeur a-t-il le choix? Étape 2, on regarde les fonctions réelles de l'agent RH concerné. On oublie l'intitulé de poste, on regarde ses accès concrets aux dossiers sensibles. Étape 3, on cherche le lien direct. Y a-t-il un risque objectif de confusion des rôles sur ce dossier précis? Et enfin, l'étape 4, la plus importante, on dialogue et on trace. On ne dit jamais non brutalement.
On explique ses craintes par écrit, on propose une alternative, c'est la seule façon d'avoir une démarche inattaquable. Bref, vous l'aurez compris, l'idée n'est absolument pas de faire la chasse aux syndiqués, aux RH. Le but du jeu, c'est de trouver cet équilibre subtil, au cas par cas. On protège la liberté syndicale, oui, mais sans jamais sacrifier la confidentialité des données ou la neutralité de l'institution. C'est vraiment de la haute couture juridique et c'est ce qui sauve la crédibilité de toute l'administration. Pour conclure ce décryptage, on peut se poser une question un peu plus large. Ce petit dilemme du quotidien, c'est en fait la pointe de l'iceberg. Avec des tensions sociales qui grimpent et des règles sur les données qui deviennent ultra strictes, on demande au RH d'être de véritables gardiens de l'éthique. Comment les administrations vont-elles réussir à redéfinir ces frontières de la neutralité dans les années à venir? C'est clairement le défi de demain pour les managers publics. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.